En 8 petites minutes, à peine le temps d'un café refroidi, l'histoire a basculé. 8 minutes suffirent pour faire vaciller des décennies d'équilibre entre Paris et Berlin. Olaf Scholz venait tout juste d'achever une démonstration de force, rabaissant Sébastien Lecornu devant l'aréopage des chefs d'État européens, arborant ce rictus supérieur si typiquement allemand, persuadé d'avoir remis la République française au pas. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le Français allait se lever, sans papier, sans hésitation, et lâcher une phrase qui figea l'Allemagne entière. Ce ne fut pas une réplique, mais une déflagration. Ce jour-là, la France n'a pas simplement répondu, elle a renversé la table. Et avec elle, un demi-siècle de suprématie allemande en Europe a pris fin. Pour saisir le choc de cette journée historique, il faut rembobiner le film de 6 semaines jusqu'à ce moment suspendu dans les antichambres feutrées de l'Élysée. Ce jour-là, Sébastien Lecornu levait le voile sur un secret si explosif qu'il allait faire trembler jusqu'aux fondations de l'Union européenne. Le 15 août 2025, à 14h30, précise l'air brûlant de l'été, écrasait Paris et transformait le bureau du Premier ministre en fournaise silencieuse. À l'extérieur, la France pensait encore les cicatrices laissées par les émeutes Blocou. Mais au cœur du pouvoir, un tout autre incendie couvait. Le directeur de la DGSR venait de déposer sur le bureau de Lecornu un épais dossier frappé du sceau ultra confidentiel. Ce qu'il y avait à l'intérieur, une vérité toxique capable de faire vaciller l'axe franco-allemand et de raviver les fantômes d'un passé que l'Europe croyait enterré. Monsieur le Premier ministre, préparez-vous, ce que je vais vous montrer va bouleverser vos certitudes, avait lancé le patron du renseignement intérieur d'un ton grave. Et ce n'était pas une exagération. Tandis que l'Allemagne sermonnait l'Europe entière sur la fin nécessaire de la dépendance au gaz russe, ses propres émissaires signaient, dans l'ombre des contrats juteux avec Moscou, en passant par des sociétés écrans chinoises. Lecornu releva la tête, stupéfait, presque incrédule. « Attendez, vous êtes en train de m'affirmer que… » Exactement. Pendant que le chancelier Scholz jouait les apôtres des sanctions devant les caméras européennes, son administration contournait allègrement l'embargo. Les preuves aussi solides qu'accablantes, faux non-comptes, dissimulés accords classés. La France se saignait pour respecter l'unité européenne, tandis que Berlin, elle dopait sa compétitivité à coups de gaz russe à prix cassé. Les industries tricolores s'étranglaient avec leurs factures, pendant que l'économie allemande carburait à l'hypocrisie. Tout n'était pas qu'un simple hasard, la tromperie allemande était planifiée au sommet de l'État. Cette nuit-là, impossible pour Lecornu de fermer l'œil. Dans les jardins silencieux de Matignon, il arpentait les allées seul avec sa rage froide et son obstination. Ses pensées allaient au patron français contraint de mettre la clé sous la porte, étouffé par une compétition faussée par le gaz bon marché de Berlin. Il voyait aussi ces millions de foyers français étranglés par des factures d'énergie délirantes, pendant que de l'autre côté du Rhin, on se chauffait à prix cassé grâce à Moscou. Plus que tout, il méditait sur cette Europe à double visage, où l'Allemagne se drapait dans la vertu tout en cultivant l'hypocrisie. Le 20 août, une réunion d'exception fut organisée à Matignon. Réunis autour de la table ovale, ses plus proches lieutenants Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'air était épais, presque électrique. Lecornu prit la parole posé mais tranchant. « Nous détenons désormais les preuves. L'Allemagne joue un double jeu depuis des mois. D'un côté, elle appelle à punir Moscou. De l'autre, elle marchande en douce avec le Kremlin. Cette comédie doit cesser. » Bruno Le Maire fronça les sourcils, visiblement troublé. « Tu te rends compte, Sébastien ? On parle de notre principal partenaire économique. Si on l'expose sur la place publique, il n'eut pas le temps de finir. Lecornu coupa net d'un simple geste. Bruno, cela fait des mois que Berlin nous saigne à blanc. Elle dynamite notre tissu industriel tout en se drapant dans la vertu. Elle exige des règles qu'elle ne respecte même pas. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Catherine Colonna brisa le silence, la voix chargée d'inquiétude. Sébastien, si nous pointons du doigt l'Allemagne pour ses manœuvres, c'est tout l'édifice européen qui risque de s'effondrer. Lecornu tourna lentement la tête vers elle, le regard froid comme l'acier. Catherine, cet édifice est déjà en ruine.
Cela fait une décennie que Berlin écrit les règles du jeu tout en s'arrangeant pour ne jamais les suivre. Une Europe construite sur un tel mensonge ne mérite pas d'être sauvée. Les jours qui suivirent furent d'une intensité rare. Le Cornu mobilisa ses services pour disséquer chaque ligne, chaque clause des accords énergétiques signés par l'Allemagne. Et plus il creusait, plus l'odeur de la trahison se faisait suffocante. Non seulement Berlin n'avait jamais cessé d'acheter du gaz russe, mais elle le revendait ensuite à ses propres alliés européens avec une confortable marge. Faire commerce de la guerre, voilà ce que faisait l'Allemagne engranger des profits, pendant que ses partenaires payaient le prix fort. Mais c'est un appel reçu le 1er septembre qui mit le feu aux poudres. Sur une ligne cryptée, le patron de Total Energies, visiblement secoué, Monsieur le Premier ministre, nous venons de nous faire doubler par BASF sur un contrat majeur. Leur tarif était inférieur de 30%. Comment est-ce possible? Ils ont encore accès au gaz russe. C'est limpide. Et là, le Cornu vit rouge. L'hypocrisie allemande ne relevait plus seulement de la duplicité diplomatique. C'était une arme économique dirigée contre la France. Le 10 septembre s'annonçait comme une date clé. Bruxelles s'apprêtait à accueillir un sommet européen exceptionnel dédié à la sécurité énergétique. Une tribune en or pour Scholz, désignée pour y prononcer un grand discours sur l'indépendance énergétique du continent. Le comble de l'ironie, l'homme qui trichait dans l'ombre allait jouer les vertueux au grand jour. Dans l'avion qui fendait les nuages en direction de la capitale belge, le Cornu, étonnamment calme, observait le ciel. Ses collaborateurs, eux, scrutaient ses moindres gestes, s'attendant à voir poindre l'angoisse ou le doute. Mais il n'y avait ni nervosité ni crainte, juste la sérénité d'un homme prêt à rétablir l'équilibre. Il savait que ces révélations allaient en provoquer un séisme politique, mais il savait surtout que ce tremblement de terre était nécessaire. À Bruxelles, l'ambiance avait des allures de grande messe. Les 27 chefs d'État de l'Union solennelle, installés autour de la table ovale, prêts à débattre du futur énergétique du vieux continent. Tout le monde écoutait en silence, tandis que Scholz, fidèle à son personnage de conscience morale européenne, prenait la parole en maître de cérémonie. « Mesdames et messieurs, lança-t-il d'un ton professoral, l'Europe se doit d'être un modèle en matière d'indépendance énergétique. Nous ne pouvons plus nous laisser piéger par des régimes autoritaires qui se servent de l'énergie comme d'une arme de chantage. » À quelques sièges de là, le Cornu impassible esquissa un léger sourire. L'hypocrisie atteignait ici un niveau d'art oratoire. Scholz poursuivit imperturbable. Bien sûr, certains pays ont encore du mal à se détacher totalement des hydrocarbures russes. C'est humain. Mais cela reste inacceptable. L'Union doit rester ferme, cohérente et sans concession. L'attaque n'avait pas besoin d'être frontale pour faire mal. Derrière des mots apparemment généraux, le message était limpide. Berlin visait Paris. Prenons le cas de la France, déclara Scholz, les yeux rivés sur le Cornu. Certains de ces contrats énergétiques avec l'Est posent encore problème. Il est temps que Paris comprenne que l'exemplarité européenne commence par le respect strict de nos engagements. Le coup était porté en public sans détour. Le chancelier venait d'accuser la France de jouer en dehors des clous européens sous les yeux de tous. Et il ne comptait pas s'arrêter là. Le ton plus assuré, presque satisfait, il enchaîna. De notre côté, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons mis fin à toute dépendance au gaz russe, fermé Nord Stream, diversifié nos sources. L'Allemagne a montré le chemin. Il est temps que les autres suivent. Mensonge sur mensonge, le tout emballé dans un papier cadeau de vertu. Et pour conclure, le coup de grâce. Certains leaders préfèrent les effets de manche aux vraies décisions. L'Europe n'a pas besoin de slogans, mais de courage. Le populisme énergétique n'a pas sa place ici. Cette fois, le masque était tombé. L'attaque portait un nom, une cible, le Cornu pointé du doigt, pour sa gestion de la crise énergétique en France. Une chape de silence s'abattit sur la salle dès que Scholz eut fini de parler. Malaise palpable. Les chefs d'État échangèrent des regards fuyants, évitaient l'œil du Français humilié. L'instant était lourd millimétré. La France venait d'être publiquement rabaissée, un tir parfaitement ajusté, froidement prémédité. Charles Michel, le président du Conseil européen, brisa la tension d'une voix posée. Y a-t-il une réaction dans la salle?
Tous les regards convergèrent alors comme par réflexe vers Lecornu. Ce qui se produisit ensuite appartient déjà à l'histoire. Sébastien Lecornu se leva, lentement. Pas de micro demandé, pas de note en main. Il ne lut rien. Il parla. Mais d'abord il se redressa, posa calmement ses deux mains sur la table, planta ses yeux dans ceux de Scholz, et le silence se fit religieux. « Monsieur le chancelier, dit-il d'une voix limpide, qui résonna jusqu'au fond de la salle, je vous remercie pour cette brillante leçon de vertu énergétique. C'est toujours enrichissant de recevoir des conseils, surtout venant de quelqu'un d'aussi exemplaire que vous. » Le ton était feutré, presque courtois. Mais derrière chaque mot, il y avait une lame affûtée. Scholz pâlit, instinctivement. « Vous parlez d'indépendance énergétique ? Très bien. Permettez-moi de vous applaudir pour la version allemande de cette indépendance. » Lecornu ouvrit alors lentement sa mallette et sortit un dossier. Dans ce dossier, annonça Lecornu d'une voix calme, se trouvent des exemples éclatants de cette fameuse indépendance énergétique allemande. Il l'ouvrit lentement comme on soulève le rideau d'une scène dramatique. Contrat germano-chinois daté du 15 juin 2025. Intermédiaire Sinogas International, fournisseur réel Gazprom Russie. La salle se figea, le silence devint lourd au point d'étouffer. Montant 5 milliards d'euros de gaz russe livré à l'Allemagne via la Chine. Scholz livide, Lecornu implacable, poursuivi juillet 2025. Société Écran Énergie Asia Europe. Même montage, même gaz russe, même destinataire allemand. Montant 8 milliards. Les chiffres tombaient comme des coups de marteau sur l'estrade. Contrat du 22 août, 3 milliards. Contrat du 5 septembre, 1 milliard. Puis relevant lentement les yeux vers Scholz Total depuis janvier 2025, 3 milliards d'euros de gaz russe, plus qu'aucun autre État européen. Alors, monsieur le chancelier, parlez-moi encore d'exemplarité énergétique. Le chancelier tenta un mot, une défense des allégations bredouillées. Lecornu le coupa net la voix, toujours aussi glaciale. Des allégations. Monsieur le chancelier, j'ai ici les factures signées, les transferts bancaires, les certificats de livraison. Dois-je les faire circuler à vos collègues dans cette salle ? Dans la salle, l'effet fut foudroyant. Les visages se figeaient, les regards s'élargissaient. L'ampleur du scandale venait d'éclater au grand jour. Certains dirigeants, pris de panique contenue, sortaient déjà leur téléphone pour alerter leur cabinet. D'autres griffonnaient frénétiquement des notes comme s'ils tentaient de rattraper une vérité trop longtemps ignorée. Tous comprenaient qu'ils n'assistaient pas à un simple débat, mais à une déflagration diplomatique en direct, et Lecornu imperturbable posa une dernière bûche sur le brasier. « Ce n'est pas tout », lança-t-il d'une voix posée. Pendant que l'Allemagne nous faisait la morale sur la nécessité de sanctionner Moscou, elle revendait ce même gaz russe à ses voisins européens, en empochant au passage une marge de 40%. Il marqua une pause puis frappa plus fort. Non seulement vous étiez les alliés économiques de Poutine, monsieur le chancelier, mais aussi ses distributeurs exclusifs en Europe. Un choc parcourut la salle. Le Premier ministre polonais bondit de son siège. Vous voulez dire que nous avons acheté du gaz russe déguisé en gaz allemand? Le président tchèque, rouge de colère, renchérit. Alors que vous prétendiez boycotter l'énergie russe, vous nous la vendiez à prix fort. La colère montait, implacable, incontrôlable. Scholz tenta de garder la main. Ces affirmations sont extrêmement graves. Il faut les vérifier. Mais Lecornu coupa net, comme on tranche une corde. Vérifier. Nous avons déjà tout vérifié, monsieur le chancelier. Pendant que vous faisiez la leçon à l'Europe, vos entreprises signaient avec le Kremlin. Pendant que vous nous imposiez des sacrifices, vous en tiriez profit. Et maintenant, c'est l'Europe entière qui découvre votre jeu. Vous voulez entendre le plus cynique dans tout ça? Lecornu esquissa un sourire glacial. En jouant les vertueux, l'Allemagne a empoché 2 milliards d'euros en revendant aux pays européens le gaz russe qu'elle prétendait boycotter. Il marqua une pause, puis laissa tomber la phrase comme une gifle. Vous avez transformé l'invasion de l'Ukraine en business. Vous avez bâti vos profits sur le dos d'un peuple en guerre. La stupeur saisit l'Assemblée comme une onde de choc.
Sur l'écran, Zelki, en visioconférence, semblait profondément atteint. Alors l'Allemagne nous envoyait des armes de la main droite et finançait nos bourreaux de la main gauche. Sa voix brisée coupa le souffle à la salle. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Parlons de concurrence maintenant. Monsieur le chancelier, savez-vous ce qui explique la bonne santé de votre industrie alors que le reste de l'Europe suffoque? Il leva un nouveau document. Grâce à vos accords opaques avec Moscou, vos entreprises paient le gaz 60% moins cher que les nôtres. Il ouvrit le rapport puis cita lentement « distorsion massive du marché énergétique au sein de l'Union. Avantages compétitifs injustifiés pour l'industrie allemande. Document confidentiel de la Commission européenne. » Chaque mot plantait un clou de plus dans le cercueil de la crédibilité allemande. Tandis que nos usines, fermées les unes après les autres, étranglées par les prix du gaz les vôtres, s'enrichissaient alimentées par le gaz bon marché de M. Poutine. Lecornu s'interrompit un instant. Le silence était glacial. Ce n'est pas seulement l'Ukraine que vous avez trahi, monsieur le chancelier, c'est l'Europe entière que vous avez poignardée dans le dos. Scholz blême semblait vidé. Ses conseillers se pressaient autour de lui, chuchotant en panique, mais l'évidence était implacable. Rien ne pouvait effacer ce qui venait d'être dévoilé. « J'aimerais maintenant vous poser quelques questions, poursuivit Lecornu d'une voix implacable. Comment nommez-vous un pays qui se pare de vertu tout en agissant dans l'ombre avec duplicité? Comment appelle-t-on un allié qui poignarde ses partenaires tout en leur reprochant leur manque d'intégrité? Et comment qualifier un chef d'État qui, tout en prétendant combattre une guerre, l'alimente secrètement en coulisses? Chaque mot tombait comme un verdict. Moi, je n'ai qu'un mot, monsieur le chancelier, l'hypocrisie. Mais pas une hypocrisie ordinaire. Non. Une hypocrisie planifiée, massive, systémique, élevée au rang de stratégie d'État à Berlin. Lecornu se redressa lentement, droit comme une lame. Vous voulez faire la morale à la France? Très bien. Mais commencez donc par appliquer à Berlin les règles que vous imposez au reste de l'Europe. Il laissa planer un silence, puis frappa. Vous parlez d'exemplarité. C'est admirable. Mais commencez par ne plus être les financiers attitrés du Kremlin. Sa voix était calme mais tranchante. La France, déclara-t-il avec une gravité glaciale, ne se laissera plus dicter sa conduite par un pays qui triche sans scrupule. Nous n'acceptons plus d'être publiquement humiliés par un partenaire qui en privé nous saigne à blanc. Puis il lança la phrase qui allait tout faire basculer. À partir de cet instant, la France gèle toute coopération énergétique avec l'Allemagne. Plus de contrats, plus d'échanges. Plus de complicité économique avec un État qui alimente notre adversaire et détruit la loyauté du marché. Le ton était sans appel. Nous ne ferons plus affaire avec ceux qui violent les règles en prétendant les faire respecter. Et nous ne serrerons plus la main de ceux qui nous trahissent en secret. Un silence pétrifié précéda l'explosion. C'était du jamais vu. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, un pays européen rompait publiquement ses liens énergétiques avec Berlin. Et l'Europe ce jour-là vola en éclats, en direct. Scholz tenta un dernier baroud d'honneur. Monsieur Lecornu, ces accusations sont... Il n'eut pas le temps de finir. Le Premier ministre français leva une main ferme, tranchant l'intervention comme un couperet. Ces accusations, elles sont étayées, consignées, prouvées. Si vous pensez le contraire, alors montrez vos cartes. Rendez publics vos contrats énergétiques. Dévoilez-les au monde. Prouvez votre transparence. Un silence glacial s'installa. Le piège s'était refermé. Berlin ne pouvait évidemment pas publier des documents qui confirment sa propre duplicité. Scholz s'était embourbé dans sa propre façade morale. Et sous les yeux de l'Europe, il s'effondra exposé, démasqué, désarmé. Lecornu se tourna vers les chefs d'État réunis. « Mesdames et messieurs, l'heure est venue de choisir. Soit l'Union ferme encore les yeux sur les arrangements obscurs d'un de ses membres, soit elle décide enfin d'imposer une règle simple, pas de double discours dans une Europe unie. » Son regard se posa une dernière fois sur Scholz. « Vous nous avez traités de populistes. Je vais vous dire ce qu'est le véritable populisme, monsieur le chancelier. C'est promettre l'émancipation énergétique tout en gardant la main dans la poche du Kremlin. C'est poser en donneur de leçons pendant qu'on transgresse soi-même toutes les règles. C'est vouloir diriger un continent tout en trahissant ceux qui le composent.
Lecornu se rassit avec une sérénité presque insolente. Personne n'osa briser le silence glacial qui s'ensuivit. Il plana lourd comme suspendu dans le vide. Puis, quelque part dans la salle, une paire de mains battit timidement. Une autre suivit, et comme une vague irrésistible, les applaudissements gagnèrent les bancs, de plus en plus nourris, de plus en plus francs. En quelques secondes, l'hémicycle tout entier se leva pour acclamer, sauf un groupe. La délégation allemande resta figée, isolée dans le tumulte. Ce qui suivit cette scène improbable mit à genoux tous les scénarios prévus par les diplomates. L'Union européenne, ébranlée dans ses fondations, entrait dans une crise sans précédent. L'Allemagne, longtemps perçue comme la conscience morale du vieux continent, se retrouvait nue, exposée, cataloguée désormais comme le manipulateur en chef du jeu européen. Les rédactions s'enflammèrent. Le Figaro barassa « Une l'Allemagne poignarde l'Europe ». Le Parisien titra sobrement « Scholz, le mirage énergétique ». The Guardian frappa fort « Berlin scandale Rothengas » quand l'exemple devient la trahison. Partout, la révélation française explosait comme une grenade médiatique et les décombres de l'image allemande volaient en éclats à travers toute l'Europe. Mais c'est chez le prétendu géant vertueux que la secousse fut la plus brutale. En Allemagne, le choc fut total. Le quotidien Die Welt n'hésita pas à titrer sur la plus grande débâcle morale depuis la fin du Troisième Reich. Rien que ça. À peine les échos de Bruxelles s'étaient-ils tus que Berlin tentait de reprendre la main. En catastrophe, Scholz convoqua les médias. Caméras braquées, lumière se crut, visage tendu. Mais au lieu de journalistes dociles, il trouva une meute affamée. « Monsieur le chancelier, ces accords secrets, vous les niez encore? Depuis quand l'Allemagne trahit-elle ses partenaires européens? Quand comptez-vous remettre votre démission ?» Scholz bafouilla, tenta l'enfumage. Ce ne sont que des ajustements logistiques transitoires. Mais le vernis ne tenait plus. Les révélations françaises, bétonnées, précises, inattaquables, l'écrasaient de leur poids. Et pendant que l'Allemagne croulait sous les débris de son image écornée, la France, elle célébrait. Chez nous, c'était l'ascension express d'un homme Sébastien Lecornu. En 24 heures, sa cote de popularité grimpa en flèche, pulvérisant tous les records, passant de 58% à un chiffre qui fit pâlir tous ses rivaux. Cela faisait des générations qu'aucun dirigeant français n'avait osé regarder l'Allemagne droit dans les yeux, et encore moins en sortir vainqueur. Un souffle nouveau parcourut les couloirs de l'industrie française. À présent, c'est un vrai match plus une tricherie déguisée, lança avec soulagement le dirigeant de Renault. Voilà des années qu'on avalait leurs leçons. Aujourd'hui, le masque tombe. Jubilé le patron d'Air Liquide, un sourire presque revanchard aux lèvres. Les chefs d'entreprise, longtemps restés muets face à l'absurdité du double jeu allemand, reprenaient enfin la parole. L'égalité des règles. Ce n'était plus un vœu pieux, mais une promesse qui semblait à portée de main. Délesté du fardeau psychologique de l'éternel second face à Berlin, l'économie française retrouvait des couleurs et de l'audace. Mais c'est à Bruxelles que l'onde de choc fut la plus brutale. Portés par le courage français, les pays européens cessèrent brusquement de murmurer dans les couloirs. Ils parlèrent haut et fort. Varsovie dégaina la première exigeant des réparations pour avoir acheté sans le savoir du gaz russe déguisé en « Made in Germany ». Rome, elle réclamait un audit complet des magouilles énergétiques allemandes. Et la Haye. Elle allait plus loin, tout revoir, tout casser, tout reconstruire. La politique énergétique européenne devait être refondée de A à Z. 7 jours après la tempête bruxelloise, Scholz tenta un ultime baroud d'honneur. Il promit de faire la lumière sur les fameux contrats énergétiques allemands. Une opération transparence. Trop peu, trop tard. Son image était en ruine, sa légitimité réduite en poussière. L'Allemagne, hier encore chef de file du projet européen, se retrouvait soudain reléguée au rang d'État embarrassant, isolé, presque radioactif. Et puis le 25 septembre, le coup de tonnerre, exactement 2 semaines après le discours choc de Lecornu, l'histoire bascula. Le Bundestag, dans un moment sans précédent, lui retira sa confiance. Un chancelier évincé par ses propres députés, puni non pour avoir menti à son peuple, mais pour avoir trahi l'Europe, du jamais vu dans l'Allemagne d'après-guerre.
Avec la chute de Scholz, une ère s'acheva brutalement, celle où Berlin régnait sans partage sur l'agenda européen. Le pays qui donnait les leçons s'est retrouvé au banc des accusés et cette fois, personne n'était là pour le défendre. L'Allemagne, jadis centre de gravité du vieux continent, goûtait à la solitude diplomatique. Autrefois arbitre, elle se retrouvait désormais à devoir justifier, promettre, s'excuser. Pendant ce temps, une étoile montait à l'horizon européen, Sébastien Lecornu. L'homme qui avait osé affronter le géant était désormais perçu comme la nouvelle boussole morale de l'Union. Son franc-parler, sa détermination, son refus du double discours galvanisaient les chancelleries. Depuis Madrid, Pedro Sánchez saluait « L'homme qui nous a rappelé que l'Europe repose sur la sincérité, pas sur le camouflage ». Depuis Rome, Mario Draghi lançait « Grâce à la France, nous ne sommes plus prisonniers de la tyrannie énergétique allemande ». Octobre 2025 entra dans les livres d'histoire comme le mois où l'impensable devint réalité. L'axe Paris-Berlin, pilier de l'Europe, depuis les débuts du traité de Rome, vola en éclats. Pourtant, ce divorce diplomatique ne provoqua pas l'implosion annoncée de l'Union. Bien au contraire. Privée de la férule allemande, l'Europe retrouva un souffle nouveau, plus égalitaire, plus transparent. À la stupeur des observateurs, ce fut la France qui, sans effort apparent, prit le relais du leadership continental. Autour d'elle se forma une coalition inédite Espagne, Italie, Pologne, pays scandinaves, soudés par un même mot d'ordre, la fin des privilèges opaques. Ensemble, ils redéfinirent les règles du jeu énergétique et commercial. L'Europe, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus un continent aligné derrière Berlin, mais une entité plurielle assumée capable de se construire sans tuteur. Novembre 2025. Le Parlement européen retint son souffle lorsque Sébastien Lecornu monta à la tribune pour ce qui allait devenir l'un des discours les plus marquants de l'histoire de l'Union. Devant les 705 députés, il lança d'une voix ferme « Mesdames et messieurs, ce que l'Europe vient de traverser n'est pas une crise, c'est un électrochoc salutaire. Nous avons levé le voile sur une supercherie prolongée, orchestrée par celui qui se prétendait notre guide. Et cette claque aussi brutale fut-elle, nous a révélé une chose essentielle, une Europe forte ne peut reposer sur le mensonge. Elle doit s'appuyer sur la vérité. » Il enchaîna imperturbable. Beaucoup avaient, oui, prédit que mettre à nu l'imposture allemande fracturerait l'Union. Mais la réalité fut tout autre. En disant les choses, l'Europe s'est retrouvée. En regardant la vérité en face, elle s'est consolidée. Et en rejetant l'hypocrisie, elle s'est rassemblée. L'hémicycle explosa en applaudissements. 15 minutes sans interruption, une ovation comme on en voit une par génération. Décembre 2025. 3 mois jour pour jour après avoir tenu tête à Scholz, dans ce qui restera comme l'un des plus grands chocs diplomatiques du siècle, Sébastien Lecornu, entré dans la légende européenne. Le magazine Time Europe lui décernait le titre de Européen de l'année. L'homme qui avait brisé l'omerta germanique et démasqué l'hypocrisie continentale était désormais célébré en héros. Celui qu'on surnommait autrefois le ministre en sursis s'était métamorphosé en figure d'autorité morale pour toute l'Union. Et pendant que Lecornu rayonnait à Bruxelles et dans les médias internationaux Berlin, elle pansait ses plaies. La remplaçante de Scholz, la social-démocrate Saskia Esken, multipliait les mea culpa à la tribune et promettait une Allemagne nouvelle, transparente, vertueuse. Mais l'image était brisée irrémédiablement. Le prestige moral de l'Allemagne s'était effondré et aucune opération de communication n'y changerait rien. Janvier 2026. 4 mois après le choc de Bruxelles, les tensions entre Paris et Berlin commençaient lentement, mais sûrement à se dissiper. Cette fois, les retrouvailles n'étaient plus marquées par l'arrogance ni les non-dits. Désormais, on posait les fondations d'une coopération repensée sur un pied d'égalité dans une clarté assumée, avec la vérité comme socle commun. Une Europe sans hégémonie allemande voyait le jour, puis vint le 15 février 2026. 5 mois exactement après le séisme diplomatique déclenché par ces révélations, Sébastien Lecornu foulait le sol de Berlin accueilli comme un chef d'État en héros par la chancelière Saskia Esken. Ce moment inimaginable, quelques mois plus tôt, incarnait un symbole fort. L'Allemagne reconnaissait enfin que les règles du jeu avaient changé.
Elle cessait de s'ériger en maîtresse du continent et acceptait bon gré mal gré d'être un partenaire parmi d'autres. Dans l'hémicycle solennel du Bundestag, Lecornu prit la parole avec une gravité que l'histoire retiendrait. Il lança d'un ton ferme et sans détour « Honorable député allemand, la France est prête à marcher à vos côtés. Mais fini l'époque des ordres à sens unique. Notre collaboration future devra reposer sur 3 piliers, l'égalité, la clarté et le respect partagé. L'ère des injonctions unilatérales est derrière nous. L'avenir se construira à plusieurs ou pas du tout. » Et ce fut là, au cœur même de la capitale allemande, qu'eut lieu l'acte symbolique le plus fort, le Bundestag, dans un élan rare, se leva pour acclamer l'homme qui avait mis fin à une domination silencieuse. Les applaudissements n'étaient pas qu'un signe de politesse, c'était une acceptation. L'Allemagne tournait la page. Et la France, portée par le sang-froid d'un Lecornu devenu figure historique, retrouvait sa stature non plus celle d'un suiveur, mais d'un pilier européen à part entière. Quand on interroge aujourd'hui les manuels d'histoire contemporaine sur le moment exact où l'Europe a basculé tous les doigts, pointe la même horloge 14h47 le 10 septembre 2025. Une salle feutrée à Bruxelles, un homme debout, un silence tendu. Puis cette phrase glaciale et définitive lancée par un Premier ministre français au cœur même du pouvoir européen « Monsieur le chancelier, vous n'avez pas seulement cautionné Poutine, vous en avez été le distributeur officiel sur le marché européen. » En 8 minutes d'un discours tranchant comme une lame, la vérité a pris le dessus sur les faux semblants. Et cette vérité parlait français. 8 minutes qui ont réécrit les rapports de force. 8 minutes pendant lesquelles la France a relevé la tête. 8 minutes où Sébastien Lecornu est devenu plus qu'un ministre, un symbole. Quant à Olaf Scholz, retiré de la scène politique, il porte désormais un titre que personne ne lui envie. Le chancelier qui aura fait vaciller la stature morale de l'Allemagne aux yeux de l'Europe. Et ce, à jamais. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que l'onde de choc déclenchée par Lecornu n'avait été qu'un début. En coulisses, loin des projecteurs, une autre bombe se préparait. Car dès les premières heures suivant la déflagration bruxelloise, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, avait donné un ordre clair et immédiat ouvrir une enquête confidentielle sur les pratiques énergétiques de tous les États membres, sans exception. 3 jours plus tard, dans son bureau feutré de la rue de la Loi, elle recevait le tout premier rapport. Visage fermé, elle écoutait les mots glacés de son directeur de cabinet, Madame la Présidente. Ce que nous avons découvert dépasse l'imagination. L'Allemagne n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, tous ont joué un double jeu. Et soudain, ce qui paraissait être une trahison isolée devint un scandale systémique. La pourriture ne s'arrêtait pas aux frontières nationales. Le ver était dans le fruit et le fruit s'appelait Bruxelles. Ce qu'on croyait être un scandale énergétique se mua en véritable crise morale pour l'Union européenne. Madame la Présidente lança d'une voix grave le directeur de cabinet. « Il y a pire !» Certains commissaires savaient, et plutôt que d'alerter, ils ont choisi le silence contre des avantages personnels. Un silence glacial tomba. Ursula von der Leyen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'étaient plus seulement des États qui trahissaient leurs engagements. C'était le sommet même de l'Europe qui était compromis. Et face à l'abîme, un dilemme cruel s'imposait, couvrir ses alliés déchus ou sacrifier les siens pour sauver la foi en l'Europe. Pendant que Bruxelles s'enfonçait dans les révélations Paris, lui s'apprêtait à faire exploser une autre bombe. Au cœur du quartier général de la DGSE, un rapport venait d'atterrir sur le bureau de Lecornu estampillé « Ultra confidentiel niveau apocalyptique ». Monsieur le Premier ministre souffla le directeur du renseignement d'un ton grave. Ce n'était pas juste du gaz à bas prix. Berlin a troqué nos secrets industriels contre des ristournes énergétiques. L'Allemagne a refilé des données stratégiques à Moscou en échange de tarifs préférentiels. Silence dans le bureau. L'air semblait s'être figé. Ce n'était plus seulement une trahison commerciale ou un jeu de dupes diplomatiques. C'était une affaire d'espionnage économique à l'échelle continentale. Des années de recherche française, des prototypes italiens de haute technologie, des brevets néerlandais, tout ça envolé dans les circuits russes. Et pourquoi ? Pour payer le gaz 30% moins cher.
L'Allemagne avait mis l'innovation européenne en solde bradé au Kremlin comme une marchandise de marché noir. 20 septembre, 10 jours après le séisme de Bruxelles-Lecornu, n'avait pas dit son dernier mot. Devant un parterre de micro-caméras braquées et journalistes venus de tout le continent, le Premier ministre français s'apprêtait à frapper là où ça ferait le plus mal. Il inspira, planta son regard dans la salle, chers représentants de la presse européenne. Ce que nous pensions être une simple supercherie énergétique s'avère bien pire. Nous ne parlons plus de trahison commerciale. Nous parlons d'espionnage au service d'une puissance ennemie. Puis il posa devant lui un nouveau dossier épais comme un annuaire, plus lourd, plus toxique. Voici les éléments qui confirment que l'Allemagne a transmis à la Russie des données sensibles issues de notre défense, de notre industrie aérospatiale et même de notre recherche pharmaceutique. Berlin n'était pas qu'un distributeur de gaz pour le Kremlin. C'était sa taupe, son infiltré, son informateur de luxe, installé au cœur même de l'Union européenne, dans la salle choc, vertige, chaos. À Francfort, les marchés paniquent, les géants de l'industrie allemande s'effondrent en bourse. L'Allemagne venait de franchir une ligne rouge, celle de la trahison stratégique. Ce fut un effet domino d'une violence inédite. D'un bout à l'autre de l'Europe, les accords technologiques avec l'Allemagne tombèrent les uns après les autres, gelés, suspendus, parfois même résiliés avec fracas. Bosch, Siemens, BASF, Mercedes, ces piliers de l'industrie allemande, jadis courtisés comme des oracles de l'ingénierie, étaient désormais traités comme des parias. Leur nom faisait grincer des dents dans les capitales européennes. Mais le coup de massue lui vint de l'autre côté de l'Atlantique. Washington, la Maison-Blanche. Joe Biden, le visage fermé, convoqua séance tenante l'ambassadeur allemand. Et dans une déclaration aussi brutale qu'inattendue, annonça la suspension immédiate de toute coopération militaire technologique avec Berlin. On ne peut pas continuer à partager nos secrets stratégiques avec un partenaire qui visiblement les recycle chez l'ennemi, lâcha le président américain d'un ton glacial devant la presse médusée. L'Allemagne, alliée historique de l'Occident, venait de perdre en 24 heures la confiance des deux blocs qui avaient façonné l'après-guerre. C'est un événement que personne n'aurait cru possible. Quelques mois plus tôt, l'Allemagne, colonne vertébrale de l'architecture euro-atlantique, s'est vue reléguée sur le banc de touche par sa propre alliance. Sous la pression croissante des révélations, le TAN traité Atlantique Nord n'eut d'autre choix que de réagir. Devant une assemblée tendue, son secrétaire général Jens Stoltenberg déclara sèchement que Berlin serait écarté temporairement des briefings confidentiels tant que sa loyauté sécuritaire ne serait pas démontrée noir sur blanc. La confiance est la première ligne de défense. Elle doit être totale. En cas de doute, on retire l'accès. Stoltenberg d'un ton glacial. Une gifle monumentale pour un pays qui jusqu'ici se croyait intouchable au sein de l'OTAN. Un tournant diplomatique. Et surtout un message limpide, même les grands peuvent tomber, surtout quand ils trichent. Et le verdict populaire ne s'est pas fait attendre. L'Allemagne politique a explosé en plein vol. En l'espace de 15 jours, le SPD, le parti du chancelier déchu, s'est effondré plus vite qu'un château de cartes sous la pluie. De 25%, il est tombé à 12% dans les sondages, une chute libre historique. Pendant ce temps-là, un autre acteur savourait sa revanche, la fait des partis d'extrême droite, longtemps marginalisés, bondissait à 28%, capitalisant sur la colère d'un électorat trahi. En dénonçant le système corrompu, ils devenaient les nouveaux héros d'une Allemagne en quête de boucs émissaires. Le pilier démocratique de la République fédérale tremblait sur ses fondations. Ce n'était plus une crise gouvernementale, c'était une crise de régime. Ce 1er octobre, le couvercle a sauté, la colère est descendue dans la rue et le pays tout entier a basculé dans l'imprévisible. À Berlin, plus de 2000 citoyens enragés ont envahi les places brandissant des pancartes qui réclamaient des comptes exigeant que la lumière soit faite sur les magouilles énergétiques de leur gouvernement. Mais c'est à Munich que le choc fut le plus retentissant. Des foules de Bavarois galvanisés scandaient haut et fort leur envie de couper les ponts. « Bavière libre !» criait-il, bien décidé à se débarrasser du fardeau national. Et là, un tabou s'est brisé. Pour la première fois depuis la réunification, l'unité allemande tremblait sérieusement. Ce n'était plus seulement une crise politique, mais un soulèvement existentiel.
C'est dans une Allemagne en pleine ébullition que se produisit une scène à la fois improbable et hautement symbolique. Le 10 octobre, pile un mois après son coup d'éclat retentissant à Bruxelles, Sébastien Lecornu foula le sol berlinois, mais pas pour se justifier. L'homme qui avait dévoilé les coulisses du grand théâtre allemand fut convié à prendre la parole à l'université Humboldt de Berlin. Et l'invitation n'était pas venue du gouvernement, ni d'un think tank, ni d'un comité de réconciliation européenne. Non, ce sont les étudiants allemands eux-mêmes qui l'avaient appelé. Eux, ils voulaient entendre de vive voix celui qui avait osé briser l'omerta, celui qui avait mis un terme à des décennies d'hypocrisie industrielle et diplomatique. Un symbole fort et un retournement inattendu. Le héros français était devenu la voix que la jeunesse allemande voulait écouter. L'amphithéâtre débordait littéralement. 3000 jeunes Allemands tassés sur les gradins, certains debout contre les murs, rejoints par des étudiants venus d'Italie, d'Espagne, de Pologne ou encore de Scandinavie. Tous réunis pour écouter un Premier ministre français faire la leçon à Berlin, et pas n'importe où à Humboldt, le sanctuaire académique de l'élite allemande. Une ironie grinçante flottait dans l'air, c'était la France qui rappelait à l'Allemagne les principes de l'éthique. Sous une pluie d'applaudissements, Lecornu prit la parole, sobre mais ferme. « Chers étudiants, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que l'Europe vous appartient et que son avenir dépend de ce que vous tolérerez ou refuserez. » Il s'interrompit un instant, balaya la salle du regard. Et cet avenir, croyez-moi, ne se bâtira ni sur la duperie ni sur les compromissions. Il reposera sur un socle bien plus solide, la vérité, la transparence et une confiance qu'on ne trahit pas. 45 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Lecornu pour retourner un amphithéâtre entier. Son allocution ponctuée de salves d'applaudissements nourris ne laissa aucun souffle reprendre son calme. Et puis il osa cette phrase, celle qu'on n'oublie pas. Dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvoir demande plus de courage que de les suivre dans leurs mensonges. L'explosion fut instantanée. Ovation. Cris. Certains tapaient du pied, d'autres levaient le poing. Mais ce fut lorsqu'il dénonça l'Europe accaparée par les élites, compromise au détriment des peuples trahis, que la salle tout entière se leva d'un seul élan. À cet instant précis, Lecornu ne parlait plus seulement à des étudiants, il réveillait une génération. Il ne défiait plus Berlin, il le conquérait, mais ce fut dans les dernières minutes que le silence devint religieux. Lecornu, les yeux plongés dans ceux des jeunes Allemands, leur lança une interpellation bouleversante. « Ce n'est pas vous qui avez signé les compromis honteux, mais c'est à vous qu'il revient d'écrire la suite. Alors dites-moi, voulez-vous hériter d'une Europe bâtie sur les faux semblants ou relever le défi d'une Europe fondée sur la vérité? Choisissez-vous la compromission ou le courage ?» Et du fond de l'amphithéâtre, une réponse jaillit claire, nette, sans hésitation, vérité. Intégrité. Et puis, comme dans un film, un jeune étudiant se leva tremblant un peu, mais avec un aplomb inattendu. Il prit la parole dans un français impeccable. « Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir eu le cran de dire ce que personne n'osait. Au nom de la jeunesse allemande, je vous promets ceci, l'Allemagne qui vient sera digne de l'Europe qui s'annonce. » Cette déclaration simple mais bouleversante aurait pu faire le tour du globe. Et dans le cœur de beaucoup, elle le fit, ce que personne n'avait vu venir s'imposa dans les semaines qui suivirent. Lecornu venait de réussir l'exploit que nul dirigeant français n'avait jamais osé rêver. Il avait renversé le cœur même de l'opinion allemande. Les baromètres politiques étaient formels. 67% des Allemands saluaient ces révélations. Plus incroyable encore, il était désormais plus populaire outre-Rhin que dans l'Hexagone. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et cet amour inattendu se transforma vite en raz-de-marée politique. Lors des élections régionales d'octobre 2025, les électeurs allemands plébiscitèrent dans les partis prônant la transparence et soutenant la mise à nu orchestrée par Lecornu. Les Verts pionniers dans la dénonciation des magouilles énergétiques doublèrent leur score. Quant à Die Linke chantre d'une Europe éthique, elle réalisa sa meilleure performance depuis le 15 novembre et le message était clair, les Allemands réclamaient un nouveau chapitre sans duplicité. 2 mois exactement après avoir levé le voile sur ce qui allait devenir le plus grand séisme politique européen depuis des décennies, Lecornu vit s'afficher un nom inattendu sur son téléphone.
Depuis sa retraite paisible en Bavière, Angela Merkel elle-même le contactait. « Sébastien, dit-elle calmement, presque solennellement, je tenais à vous dire ceci, vous avez empêché l'irréparable. Ce que nos propres responsables n'ont pas su faire, vous l'avez accompli. Vous avez arrêté l'Allemagne au bord du gouffre. Et pour cela, nous vous devons plus qu'un merci. Nous vous devons une dette historique. » Ces paroles prononcées par celle qui avait porté l'Allemagne durant 16 années d'influence absolue scellaient définitivement la stature de Lecornu. Il n'était plus simplement le justicier des ombres ou le dénonciateur des trahisons. Il devenait le sauveur inattendu de l'équilibre européen. 3 mois après le tremblement de terre politique déclenché à Bruxelles, l'Europe tout entière changeait de cap. Sous la pression de l'opinion et poussée par l'élan de vérité initié par Lecornu, l'Union européenne valida un ensemble de mesures révolutionnaires surnommées, avec une ironie de l'histoire, les accords Lecornu. Désormais, fini les deals dans l'ombre, chaque contrat énergétique conclu par un État membre devrait être rendu public, et toute tentative de coopération avec un pays sous sanctions économiques devrait, au préalable, obtenir le feu vert de la Commission européenne. Mieux encore, la corruption énergétique devenait officiellement un crime communautaire punissable par une mise à l'écart temporaire de l'Union. Et devinez qui donna l'exemple en premier, l'Allemagne. Oui, le pays qui avait incarné le scandale devint paradoxalement le premier à se plier aux nouvelles règles. La nouvelle chancelière Saskia Esken publia l'ensemble des contrats énergétiques allemands et mit en place un tout nouveau commissariat à la transparence confié à un juge français spécialement envoyé de Paris. L'humiliation était totale, mais jugée salutaire. 31 décembre 2025. Un discours pour marquer l'histoire. Ce soir-là, alors que les cloches annonçaient la nouvelle année, Lecornu montait à la tribune pour livrer un discours que l'on graverait dans les mémoires. Face à la nation, il résuma en quelques phrases ciselées un basculement historique. « Mes amis, souvenez-vous, il y a 4 mois à peine, notre continent étouffait sous le poids des non-dits. Aujourd'hui, l'air est plus pur, celui de la vérité. Il y a 4 mois, l'Allemagne régnait en usant du flou et du faux semblant. Ce soir, c'est elle qui suit notre exemple, celui de la sincérité. Il y a 4 mois encore, la France subissait. Désormais, elle éclaire l'Europe. » Mais c'est sa dernière phrase qui, dès le lendemain, s'inscrivit en lettres capitales dans les manuels d'histoire. Ce jour de septembre à Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose nommée l'hypocrisie allemande. Il n'aura fallu que 8 minutes pour déchirer 20 années de faux semblants. Et plus jamais l'Europe ne baissera les yeux devant le mensonge. L'an 2026 s'ouvrait ainsi sur un paysage géopolitique inédit, une Union européenne métamorphosée, une Allemagne rentrée dans le rang, et une France auréolée d'un rôle nouveau, celui de boussole morale. Tout cela impulsé par un homme de 39 ans qui avait osé dire tout haut ce que l'Europe chuchotait tout bas, et qui, par la seule force de sa parole, avait rétabli l'équilibre d'un continent, une leçon gravée pour les siècles à venir.